Bonjour, mon nom est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Tu t'apprêtes à écouter une entrevue spéciale, bouleversante, intéressante, parce que cette entrevue-là, normalement, les solopreneurs que j'interroge sont divisés en 3 paliers. Les solopreneurs en herbe, donc ceux qui débutent, qui sont en transition entre le salariat puis le soloprenariat. Les solopreneurs en évolution, qui vivent les montagnes russes du soloprenariat, et les solopreneurs accomplis qui ont plus une posture de mentor, qui ont apprivoisé les montagnes russes, puis qui sont plus comme quelqu'un qui attend que ça finisse, ou qui sont dans la joie, mais qui sont plus autant ébranlés par les soubresauts de tout ça, et qui sont en mesure d'accompagner les gens avec beaucoup plus de calme. Donc, pour moi, ça a été difficile de choisir la catégorie dans laquelle j'allais mettre Caroline, parce qu'elle est tout à la fois. Elle est rendue, après 8 ans de soloprenariat, une personne qui a une belle maturité entrepreneuriale, beaucoup de bagages d'évolution au niveau entrepreneurial et en tant qu'individu, mais elle est rendue à une autre étape où est-ce qu'on a encore l'impression de recommencer. Et c'est là-dessus qu'on va mettre l'accent aujourd'hui, qu'on pense toujours que c'est fini et ça finit jamais. Parce que comme tu l'as vu, si tu as écouté les autres entrevues, j'explique que devenir solopreneur, c'est pas un emploi, c'est pas un nouvel emploi ou changer d'emploi, c'est un mode de vie. C'est choisir de vivre sa vie en tant qu'accomplissement et réalisation personnelle. Donc, Caroline l'a compris, Caroline le vit de manière assez intense, et j'ai le plaisir de l'accompagner dans ça. Donc, on va vous parler de son processus d'évolution en tant que solopreneur. Donc, bonjour Caroline Paquette. Bonjour Chantal. Donc, oui, on va parler de ton parcours qui est des belles montagnes russes palpitantes. Donc, ça fait combien de temps que tu as entrepris, là, que tu as fait ton démarrage? J'ai démarré en 2017. Ça s'est drôlement présenté à moi à ce moment-là, puisque j'avais un modèle que je connaissais. J'étais en entreprise depuis plusieurs années. J'avais des fonctions. J'aurais pu continuer à faire ce que je faisais, mais ça ne me tentait plus. Qu'est-ce qui te tentait plus? D'avoir un boss ou de faire ce que tu faisais? Les deux. En fait, j'avais envie d'autre chose. Le modèle que je connaissais, j'étais comme allée au bout de ça. Ce que je savais plus ou moins à ce moment-là, c'est que j'étais allée au bout de moi là-dedans. OK. Et j'avais envie d'explorer autre chose, de me donner du temps, de me donner de l'espace. Et j'avais envie de faire autre chose, d'explorer. J'étais rendue à un moment de ma vie où j'avais le goût d'autre chose. Donc, contrairement à d'autres, moi j'ai été carrément poussée là par la vie. Toi, c'était plus un choix par rapport à où tu en étais dans ta carrière professionnelle, que tu t'es dit, ben regarde, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie d'autre chose, puis j'étais prête comme à explorer bien des avenues. Puis dans le fond, j'avais déjà pensé d'être à mon compte. J'y avais pensé après le cégep, dans ma vingtaine. Mais je trouvais que j'étais dans la voie de la comptabilité, puis c'était comme trop général pour moi. Je me connaissais pas assez dans une passion pour dire c'est ça que je vais choisir, puis c'est là que je vais aller. Et à 40 ans, peut-être autour de ça, je m'étais dit il est trop tard. Oh my God! Ouais, j'ai pas été à mon compte, j'ai pas eu d'entreprise. Je me suis mis à penser comme ça, qu'il était trop tard, puis que j'aurais pas ça dans ma vie, puis c'était OK. OK. Puis, qu'est-ce qui a fait que, malgré qu'il était prétendument trop tard, tu as dit, puis fuck, j'ai pas pareil? Le droit que je me suis donné d'explorer. D'explorer. Donc, pour toi, c'est je m'en vais explorer le soloprenariat, ou je m'en vais explorer un autre axe
de réalisation? Parce que dans le fond, au début, tu es resté dans la comptabilité quand même. Pas tout de suite. OK. J'ai choisi de faire du MLM. J'ai choisi d'accompagner des gens au niveau de la santé. Je voulais bâtir une équipe. J'avais déjà des connaissances. C'était déjà ma passion. Puis dans le fond, comme je reconnaissais ça à ce moment-là comme une passion dans ma vie, ben, je me suis dit, ben pourquoi pas? Donc, tu es passé de comptabilité à MLM. Et le défi, ce qui t'attirait vers la MLM, c'était pas le produit ou service comme de monter une équipe. C'était de monter une équipe, c'était de partager mes connaissances, c'était de monter une entreprise. Je voyais ça comme ça. Et je croyais à ce moment-là que justement le parcours que j'avais dans mes vies allait me supporter là-dedans. OK. Mm. Et tu as utilisé au passé, je croyais. Donc, qu'est-ce que tu croyais que tu sais que ce n'est plus aujourd'hui? Comment ça s'est passé? Ben, je m'appuyais sur, en fait, ce que j'avais déjà vécu, que j'identifiais pas vraiment à ce moment-là. Le fait que j'avais un certain leadership, que j'avais été de l'avant, que j'avais pris un poste de responsabilité, que j'avais été fonceuse. Quoi d'autre? Que j'avais, en tout cas, réussi à gravir certains échelons dans ma vie professionnelle. Je m'appuyais là-dessus pour me dire, ben, je vais réussir là-dedans. Donc, les fondements de ta solopreneur étaient sur ton leadership, si je comprends bien. Donc, tu avais la capacité de te réaliser, de franchir des étapes, de t'élever, de progresser. Puis tu t'es dit, ben j'ai tout pour accompagner des gens à en faire autant. Donc, tu t'es dit, je vais monter une équipe. Donc, l'axe entrepreneurial, contrairement qu'il y en a qui vont dans la MLM parce qu'ils disent, ça va être facile pour le produit. Toi, c'est comme, je vais aller mettre en place, mettre de l'avant la leader en moi, la coach ou peu importe comment on appelle ça, qui va aller dévoiler son potentiel de leader, mais qui va récolter les mérites en tant que solopreneur, je pense. Ça peut ressembler à ça, mais c'est qu'en fait, à ce moment-là, je ne savais pas vraiment sur quoi je m'appuyais. Parce que j'étais habituée dans une certaine structure, j'étais habituée d'accomplir, d'avoir tout un cadre, un milieu avec moi, de m'appuyer sur des connaissances, de fonctionner même dans un environnement de pression. Et je pensais d'amener ça et de réaliser quelque chose, un parcours quand même assez facile. Ça n'a pas été du tout le cas. OK. Par contre, ça m'a appris énormément et ça m'a fait réaliser beaucoup de choses. Comme? Comme, ben, me mettre de la pression, c'est bien facile. Donc, ton désir de mettre de l'avant inconsciemment ton leadership, donc ce sur quoi tu avais construit ta confiance en toi, ta capacité à accomplir, à avancer, s'est transformé en autre chose, en constat que t'aimais ça, être dans la merde, pour sortir de la merde, si on peut dire, parce que tu t'es retrouvé confronté au fait que, oui, j'ai des acquis, mais si j'ai pas de la merde pour faire la preuve à quel point je suis capable de sortir de la merde, ou si je n'ai pas des complications pour montrer à quel point je suis capable de faciliter les choses, ou d'arranger les choses, ou tricoter, et ça devient probablement essoufflant, là. Ça devient essoufflant, puis la chose que je n'avais pas encore réalisée, c'est que quand j'étais en entreprise, je ne connaissais pas trop mes besoins, mes limites. Et là, je me retrouvais où ce que tout dépend de moi, dans ma vision à moi, Ouais. et où je me connais pas suffisamment au niveau de mes besoins et mes limites, et de ce que je veux et de ce que je veux pas. En fait, ce que je voulais pas, je commençais à avoir une bonne liste de ça. Mais ce que je voulais vraiment, c'était loin d'être clair. Et c'est pour ça que je suis partie sur une base d'exploration, mais je ne savais pas où ça allait m'amener et ça m'a révélé énormément de moi à travers ce parcours-là.
entre autres la performance, entre autres l'image que je voulais avoir, de prendre en charge, parce que j'étais habituée de prendre en charge des gens, une équipe, et là, je me retrouvais à faire la même chose, donc je me suis essoufflée. Autant il y a des choses que je pouvais aimer, il y en a d'autres que je pouvais dire « Ah non, ça, je suis plus capable. Mais je ne savais pas comment me sortir de ça, comment dealer avec ça. Donc, ça a duré, autrement dit, là, ton équipe d'MLM et tout ça, ça a duré combien de temps? Ça a duré 4 ans. 4 ans! Donc, tu as eu le temps d'y goûter à l'essoufflement, là. Oui, à travers ça, j'ai eu assez d'espace pour commencer à regarder d'autres sphères de ma vie. OK. Qui fait que j'ai fait un choix personnel quand même important. Je me suis séparée du père de mes enfants, qui était une relation quand même long terme, de longue date. Et ça m'a amené à ajouter à travers le MLM en fait, de remettre de l'avant la pratique comptable, de comptabilité que j'avais en étant travailleur autonome, solopreneur. OK. Donc, là, tu es en remise en question au niveau de ta carrière. Tu te rends compte que, wow, tu as des besoins, tu as des limites que tu connaissais pas. Dirais-tu que cette proximité-là qui te rapprochait de tes besoins et tes limites, est-ce que ça peut être un peu ça qui t'a amené à dire, ben j'ai des besoins, des limites dans mon entreprise, ben j'ai-tu des besoins et des limites dans ma vie personnelle? J'imagine que c'est un va pas sans l'autre. Ça a dû se faire plus ou moins consciemment. Là. On est tout le temps en rattrapage, on subit au début. Donc, ça ne s'est pas fait consciemment, mais dirais-tu, à ta lucidité d'aujourd'hui, que le collapse de j'ai des besoins, j'ai des limites, puis je dois les faire respecter partout. Dirais-tu que ça aurait retardé ta séparation alors que tu étais inconfortable sans le savoir? Dirais-tu que c'est le soloprenariat qui t'a aidé à mieux être toi dans ta propre vie? J'ai envie de te dire un peu toutes ces réponses parce qu'en 2017, j'étais prête à changer vraiment beaucoup de choses au-delà de l'aspect professionnel parce que même dans ma vie personnelle, je me suis mise à faire des constats et à un moment donné, je me suis dit à moi-même, ça suffit. Ça suffit, là, il y a des choses que je ne saisis pas, que je ne comprends pas, avec lesquelles je ne suis pas bien, mais ça suffit. Là, j'ai besoin de prendre un chemin qui me correspond. Je ne sais pas ça va être lequel, comment ça va se passer, mais je suis prête à y aller un pas à la fois, à mettre de l'avant quelque chose de moi dans lequel je vais me retrouver, dans lequel je vais faire des choix. Je ne savais pas encore lesquels, mais dans lesquels je vais faire des choix qui vont faire que je vais être bien, puis que je vais augmenter en fait mon niveau de bien-être dans ma vie. Parce qu'à ce moment-là, c'était très bas. Pas loin du... Ouais, je regardais ses mains, c'était pas loin du zéro. Donc, tu te retrouves confronté à une réalité et tu constates que tes besoins et tes limites, un, tu les connais plus ou moins, deux, le peu que tu connais, tu as de la misère à les respecter, à les légitimiser. Et le collapse et ton entrepreneuriat et ta vie familiale ou de couple, c'est comme ça ne me correspond plus. Et donc, est-ce que tu as mis ton entreprise sur pause? Est-ce que tu as tout mis ton énergie dans ton entreprise? Comment tu as vécu le phénomène? Lorsqu'on fait des prises de conscience comme ça, ou est-ce que, mon Dieu, que je me suis égarée de moi, ça nous prend par surprise. C'est inévitable, ça nous prend par surprise. Donc, c'est extrêmement déstabilisant. C'est comme un peu un saut quantique où est-ce que
mon Dieu, j'étais où tout ce temps-là? Puis on est confronté aussi à comment j'ai pu m'oublier, comment j'ai pu m'égarer de moi autant. Et ça, ça se vit dans de la tristesse, de la compassion, de l'amour, de la frustration, de la colère, une espèce d'impuissance. C'est un gros melting pot d'émotions parce qu'on se dit, enfin, je me vois, mais mon Dieu, je me suis oubliée. Hostie, comment j'ai fait pour pas le voir? Donc, c'est ce brouhaha-là. Comment t'as fait? Quels ont été tes outils pour, je dirais, mettre des nouvelles fondations à Caroline, à ta vie, à ta réalité, à ton quotidien, lorsque tout semble avoir besoin d'être reconstruit de zéro à cette étape-là? C'est une bonne question. D'abord, quand j'ai fait ce constat-là, j'ai choisi d'être accompagnée. OK. Un pas à la fois, tu vois, à ce moment-là, j'avais plus envie nécessairement d'aller aussi vite. Ben, quand on constate à quel point on s'est égaré, on va y aller mollo la prochaine fois. Exactement, puis je m'étais tellement oubliée, puis au lieu d'accéder à plus de besoins et toutes les limites que j'aurais pu mettre en place, moi je faisais l'inverse. J'allais par en bas, j'en coupais en pensant que j'allais accéder à plus, ce qui est quand même étonnant. Hein? Un chemin dans lequel je me voyais pas. Ben, c'est probablement tes facultés financières qui t'ont dit ça. S'il en manque quelque part, on va couper quelque part. Ben oui, j'étais habituée et j'avais été dans des domaines où c'était très prédominant. Donc, comment ça s'est fait là, au niveau de ta vie concrètement? J'étais allée un pas à la fois, vraiment de dire, OK, j'avance dans cette voie-là, je mets ça en place pour moi, je me fais accompagner, je découvre les choses puis je les prends une à une parce que je réalise que au final, ce que je croyais final ne l'était pas. Et en même temps, c'était quelque chose qui se révélait à moi, qui était là depuis longtemps. C'était... moi, je croyais que ça s'était formé comme dans les dernières années. C'était pas ça du tout. Ça faisait longtemps que c'était là. Donc, ton axe, tu dis, je me suis fait accompagner. Ton axe d'accompagnement, est-ce que c'était Caroline, la femme, Caroline, la personne blessée, l'ex-conjointe? Est-ce que c'était la femme entrepreneur? Qu'est-ce que tu as choisi de prioriser dans ta refonte relationnelle et existentielle? Bien, il y a deux volets à ça. Puis le deux volets, c'est qu'au départ, je me disais, je vais m'occuper de la femme professionnelle. Parce que là, elle est en changement, elle veut quelque chose de nouveau, elle veut accéder à quelque chose de plus valorisant, de plus le fun. Fait que c'est ça que je vais mettre de l'avant. Ça s'est révélé assez rapidement que c'était pas de celle-là que je devais m'occuper. Donc, assez rapidement, ça veut dire quelle claque sur la gueule que tu as reçue pour dire assez rapidement, c'est pas elle qui a besoin. Mais tu sais, j'entends beaucoup de choses par rapport à ça. Puis moi aussi, j'en ai entendu c'est l'aide, c'est toi-même, c'est toi que tu mets de l'avant. Oh oui, c'est bien facile tout ça. Mais c'est qui elle? Ça, là, c'est important que tu retiennes ça. Et en même temps, il y a deux côtés à cet aspect-là de c'est qui elle. Et ça m'émeut, ça me touche beaucoup que Caroline soulève ce point-là. Parce que quand je dis que devenir solopreneur, c'est œuvrer à sa réalisation, c'est choisir de croire à ce qu'il y a en nous, c'est qu'on ne le sait pas, ce qu'il y a en nous. Et ça peut être deux choses. Un agent propulseur à « wow, je vais me découvrir ». Ou tu peux te freiner en disant « je me connais donc bien pas et je sais pas qu'est-ce que j'ai à offrir, puis je vais attendre d'avoir quelque chose à offrir avant de faire le saut ». Et ça là, c'est ça que je veux prévenir. Parce que tu as déjà quelque chose à offrir que tu sais pas. Et
dans la mesure où tu choisis de le découvrir, c'est là que tu vas avoir des clients parce qu'ils vont venir te livrer ce que tu as à découvrir. Et c'est ça le processus du soloprenariat. C'est pas « je sais, venez que je vous montre ». OK? Oublie ça. Tu as déjà quelque chose à offrir. Moi, j'ai accompagné des amis, là, j'étais à Polyvalente, j'ai sauvé. Mes premiers amis là, suicidaires que j'ai aidés à ne pas se faire le saut, là, j'étais à la Polyvalente. Savais-tu que ça allait être mon métier aujourd'hui? Non! Mais j'accompagne des gens à bien des choses parce que je les accompagne à se voir, à se connaître, à se découvrir, puis à ne pas avoir envie d'en cacher la moindre parcelle de ce qu'ils ont en eux. Parce que c'est l'ensemble de l'œuvre que tu as à offrir et c'est là que ça devient pertinent. Donc, lorsque tu te retrouves, Caroline, à ce stade-là, c'est qui Caroline? Comment tu le vis? Puis, qu'est-ce que tu entreprends pour découvrir c'est qui Caroline? Ben d'abord, c'est insécurisant. C'est insécurisant, c'est un constat qui est le fun à faire, puis en même temps qui est tellement désagréable. Parce que pour moi, ce qui est important, c'était de savoir. Je m'étais appuyée sur des connaissances, je m'étais appuyée sur un certain savoir qui me venait de mes expériences passées. Et là, j'étais devant beaucoup de constats où je ne savais pas, justement. Et ça me shakeait. Ça me shakeait parce que j'étais quand même passée, on va dire, 45 ans, là où j'aurais dû savoir, là où j'aurais tant voulu, en fait, m'appuyer sur quelque chose de plus solide. Et en fait, je découvrais que j'avais besoin de déconstruire la façade. Ce que tu, et là, écoute bien, ce que tu croyais être ou croyais devoir être. Ça, je pense que c'est deux choses qui frappent autant l'une que l'autre. Parce que ce qu'on croit être et ce que l'on croit devoir être, c'est n'importe quoi, malheureusement, parce que il n'y a rien qu'on doit être, premièrement. OK? Donc, tu as le droit d'être tout ce que tu veux. Tu as le droit de manifester tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui t'oblige à être quoi que ce soit d'autre que ta vérité, comment tu te sens, ce que tu as envie, ton plaisir, tes besoins, tes limites, tes objectifs. Ton plaisir, c'est les seules choses qui devraient exister dans ta vie. Et c'est pas de l'égoïsme. On ne rentrera pas là-dedans, je vais m'emporter. Mais il y a une autre option entre ce que tu crois être et ce que tu crois devoir être. C'est ce que tu choisis d'être, ou tu dirais ce serait quoi qui sont d'autres options ou la option vers laquelle tu as pu sortir de je dois et je crois. À ce moment-là, qu'est-ce que c'était? Ça a été un parcours du pèlerin. Ça ne s'est pas présenté comme une évidence. D'abord, je te dirais, là, ce qui me vient, la première chose, c'est que j'ai eu besoin de me désidentifier de ce que je croyais être et de ce que je croyais devoir être. Et cette désidentification-là, c'était ce que j'accomplissais, c'était le travail, c'était d'être une professionnelle de X, Y, Z, là, peu importe. C'était de cesser de mettre ça de l'avant dans mon parcours. Parce que, dans le fond, quand tu te rends compte que ce que tu étais par obligation, ce que tu crois être, puis là, tu te rends compte qu'il y a bien d'autres choses, comment le tri se fait à « je vais laisser paraître ça, je vais laisser sortir ça, puis le reste, je vais le garder pour moi », parce que veux pas, à une étape ou une autre de la connaissance de soi, ça se met en place. Même quand on choisit de revenir vers soi, il y a encore des petits bouts qu'on ne permet pas accessible, qu'on permet pas, qu'on ne légitimise pas. Et c'est pour ça
que cette entrevue-là parle vraiment de on croit tout le temps que c'est fini, alors qu'on ne fait que constater tout ce qu'on a mis de côté. Donc, c'est pas juste je veux plus être ça, on sait plus ce qu'on veut être, parce que la question de ce qu'on peut être vient nous faire chier. Je pense, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben déjà, tu amènes la notion de permission, hein, de s'ouvrir à quelque chose. Puis avant, je dirais, d'en arriver là, il y a tout l'aspect d'accepter, de s'ouvrir à différentes possibilités pour déjà voir qu'est-ce qu'on révèle. Qu'est-ce que moi, je révélais de moi quand ça s'est ouvert dans... Ben, en fait, c'était plus j'étais en relation, plus j'essayais de me mettre de l'avant dans qui j'étais, plus ça se révélait à moi dans ce que je présentais finalement. Et au début, je t'avoue que ça me choquait. Parce que c'était pas ça que je voulais mettre de l'avant. C'était pas ça que je voulais être. Mais comme je savais pas encore, Okay. j'avais pas fait le choix, j'étais dans l'entre-deux, je dirais. Donc, juste pour démystifier, moi je te suis, mais c'est peut-être pas tout le monde qui te suit dans je veux, je voulais, Donc, t'espérais, par une nouvelle posture relationnelle, projeter une image de Caroline est X, mais par ce que tu récoltais, tu t'es dit, mon Dieu, comment ils ont fait pour penser ça de moi, ou qu'est-ce qui fait que je récolte ça en étant une nouvelle Caroline qui espère livrer ça et récolter X. Donc, de ce que je comprends, c'est que tu semais, tu espérais récolter des pommes, mais finalement, tu récoltais des bananes ou whatever. Oui, il y avait cet aspect-là et il y avait l'aspect que je me voyais. Ce que je me voyais moi et avant, je ne me voyais pas. OK, donc il y avait une lucidité face à toi-même Oui. Que tu te découvrais par là. Oui, et c'est l'aspect inconfortable de se découvrir, Chantal, dans ce chemin-là de solopreneur, puis même dans ma vie personnelle, c'était aussi ça. Et c'était de continuer de me découvrir dans cet aspect-là et de ne pas fermer la porte. Donc, de persévérer, parce que veux pas, tu devais découvrir des choses qui faisaient ton affaire, des affaires qui faisaient pas ton affaire. Et qu'est-ce qui fait, dans ta persévérance, tu dirais, oh, est-ce que tu avais tout le temps comme une espèce de balance qui disait, ben, ça vaut plus la peine, ou, j'espère ramener l'équilibre, ou, tu sais, qu'est-ce qui t'a amené à persévérer? Tu découvrais plus de choses que tu n'aimais pas, ou plus de choses que tu aimais, ou tu aspirais à découvrir quelque chose de valable, ou qu'est-ce qui poussait ta persévérance? D'accéder à moi. De revenir vers toi. D'accéder à du bien-être, à du confort avec moi-même et de vivre les choses différemment. Peu importe la sphère, là, c'était plus juste là, mais c'était partout dans ma vie. Dans lequel je voulais accéder à ça. Donc, c'est un bien-être que tu cherchais. Oui. C'était plus de l'accomplissement, c'était plus... tu voulais être dans un bien-être qui te permet de reconnaître ta valeur. Tout à fait. D'avoir du fun. Parce que je trouvais justement que dans ma vie, c'était quelque chose qui avait manqué, ça, du fun, de l'amusement. Il y en avait eu, mais pas assez. Et je me disais... C'est en étant plus moi, en vivant de quelque chose qui me passionne, en étant entourée de gens que j'apprécie, je vais accéder à ça. On va aller chercher le plaisir à l'extérieur. Et là, je suis pas fine, hein? Je repaye sur le piton. C'est pour toi que je repaye sur le piton. Parce que... on passe une grosse partie de notre vie à courir après notre vie. Et plus on entre en contact avec notre impuissance à accéder à ce qu'on aspire, plus on a l'impression de subir notre vie.
plus on a l'impression de subir notre vie, plus on a l'impression... C'est qui l'hostie qu'il faut que j'aille arracher la tête? Et je pense que c'est cette posture-là qui nourrit de la colère, qui nourrit de l'impuissance. Et arrive un moment où est-ce que on se dit, c'est assez, mais... Veux pas, si ça venait de l'extérieur, le bonheur aussi va venir de l'extérieur. Donc, c'est comme une espèce d'impasse inconsciente qui se produit. C'est comme, je vais changer de mère. Tu sais, comme les enfants qui ont des parents séparés, là, puis qui disent, ben, c'est correct, je vais aller rester chez mon père, ou c'est correct, je vais aller rester chez ma mère. Donc, on espère avoir plus de l'extérieur pour notre bien-être et... cette confrontation-là nous pousse à dire, ben pourquoi je ne suis pas plus heureuse, même si j'ai envie de voir ces gens-là, même si je sais qu'ils sont fins, même si... Comment ça se fait que j'arrive pas à être heureuse? Comment ça, je me sens pas comblée? Comment ça, j'ai un putain de vide? Une espèce de soif ou de faim que dans l'inconscience, on va aller combler par les cochonneries, l'alcool, la drogue, le sexe, le plaisir excessif, l'adrénaline, les hormones. On va aller trouver à chercher à combler un manque. Et je pense que... sachant où est rendue Caroline aujourd'hui, cette confrontation-là, tu l'as vécue, ou est-ce que tu t'es dit, ben, je pense que ça viendra jamais de l'extérieur parce qu'il y a un problème. Et, mais un coup le pas. Donc, comment cette confrontation-là s'est faite de dire, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas à l'intérieur de moi? C'est venu dans mon parcours, c'est venu de soi, c'est venu dans ma quête, parce que dans le fond, cette quête-là, elle était là depuis longtemps. Plusieurs dizaines d'années. Donc, j'arrivais à ce constat-là, mais ça partait pas d'avant-hier. Et cet aspect-là de quête a fait que ça nourrissait, en fait, ma foi que c'était accessible, que ça existait, mais je savais crissement pas par quel chemin ça allait passer, puis comment j'allais y arriver. Et là, tu dis un mot super intéressant. Tu avais la foi que c'était à quelque part, mais tu ne savais pas ni où, ni comment y accéder. Non. Et question que les gens soient capables de s'accrocher à cette foi-là que tu touchais sans même savoir que tu avais fait le choix d'y toucher. Comment tu qualifierais ou que tu sais, tu nommes aujourd'hui, j'avais une foi. Comment tu le sentais? C'était quoi ton élément propulseur qui disait, c'est là, esti. Je sais pas où, je sais pas comment, mais c'est là. Comment tu le sentais? C'était-tu dans ton corps, dans ta tête, le choix de croire? C'était-tu dans ton corps, tu avais des élans de fou? Comment ça se manifestait chez toi? J'ai besoin de m'arrêter à ta question. Chantal, parce que c'est une très bonne question. Pendant que Caroline réfléchit à comment on capte la foi, c'est tout à fait normal qu'elle cherche la réponse. Parce que c'est déjà là. Ça a toujours été là. Ce qui fait qu'on n'y avait pas accès, c'est qu'on était tellement habile à fuir ça. On a été tellement habile à faire la sourde oreille à nos besoins, à nos limites, à notre plaisir, à nos objectifs, à nos rêves. On est devenu prodigieusement talentueux à ne plus entendre ce qui sait. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'accompagne des gens en quantique. Parce que ce qui sait est omniprésent. C'est notre connexion avec le tout. C'est notre connexion avec
je ne suis pas seule et je ne l'ai jamais été. C'est un fil tellement petit, tellement fin, que quand ça fait gling, on le sent pas nécessairement, sauf si on a choisi de l'entendre. Et je pense que c'est ça que Caroline nous explique, tu me confirmeras après, que elle voulait tellement revenir vers elle qu'elle a tendu l'oreille à ce qui savait. Et elle a touché à oui. Elle a touché à t'as raison, puis je vais t'aider. T'as raison, puis c'est là qu'il faut que t'ailles. Puis cette foi-là qui nous pousse à y aller, qui rend l'intangible tangible, c'est le choix de croire que ça existe. Et c'est pour ça que Caroline cherche ces mots présentement, parce que c'est choisir de croire que c'est là. Et à l'intérieur de nous, dans l'infiniment petit, dans le quantique, dans l'intangible, dans l'infiniment petit, il y a des parcelles de nous qui ont accès à ce qui sait que oui, c'est là. Et lorsqu'on s'abandonne à ce mouvement-là, il y en a qui appellent ça l'intuition, il y en a qui appellent ça l'espoir, il y en a qui appellent ça la joie, la foi. Appelle-le comme tu voudras, je m'en fous. Mais ça donne des ailes. Si on s'y abandonne. Et par le biais de je choisis d'être à l'écoute de moi, je choisis de me découvrir, je choisis d'accéder à ce qu'il y a en moi que je connais même pas. Puis je sais pas comment je vais faire, je sais pas qu'est-ce que je vais avoir à aimer, mais je choisis de l'aimer. Et c'est là que on a besoin de cette connexion-là. Puis je pense que Caroline a fait le choix. Elle savait tellement pas. Elle savait tellement pas à quel point ça allait être et difficile et émancipant. Je peux pas faire autrement que de me souvenir de cet appel-là, Chantal. Je suis tannée de me fuir. J'ai envie de revenir vers moi, puis je sais pas comment. Je peux pas faire autrement que de sentir à l'intérieur de moi ton désir de sortir du désert, ton désir de revenir vers toi et d'être prête à aimer, peu importe ce que tu allais découvrir. Moi, je pense que c'est ça qui a fait que tu as été capable d'arriver à où est-ce que tu es rendu aujourd'hui. Parce que tu savais ce que tu avais ignoré, tu savais ce que tu avais découvert. Puis les petits bouts que tu découvrais, ben, OK, j'aurais aimé mieux pas, mais c'est là, puis je choisis de continuer. Puis t'en voulais plus et tu voulais revenir vers toi à tout prix. Raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui a fait que tu savais que tu avais fui quelque chose et que tu avais envie de revenir vers ce quelque chose-là sans savoir ce que c'était. J'ai envie de te dire, et j'ai envie de dire que l'inconfort, la fuite, le désert dans lequel j'avais vécu, si je continuais à fuir, c'était de faire le choix de rester dans ce désert-là. Et par moments, quand je goûtais à de la connexion, à de la proximité, à un lien, je vais dire quelconque à ce moment-là. En dedans de moi, là, c'était comme
ça ouvrait, ça fondait, mon cœur fondait. Il y avait quelque chose qui goûtait tellement bon que même si ça durait un court instant, je me disais, ça existe. C'est ça que j'ai envie de vivre. Ça s'appelle faire le choix de cheminer vers l'amour inconditionnel. Elle ne savait pas ce qu'elle aurait à aimer. Tout comme un parent met au monde un enfant. Il ne sait pas ce que ça va lui demander. Il ne sait pas ce que ça va lui coûter. Il ne sait pas rien. Mais il choisit d'avoir un enfant, de le mettre au monde. Et le cheminement vers l'amour inconditionnel de soi, c'est ça. C'est... J'ai fini de m'abandonner. Je choisis de revenir vers moi. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai à aimer, mais j'ai décidé de l'aimer, puis qu'elle sorte de sa cachette au PC, parce que j'en peux plus de subir l'ignorance de ce qui est caché, l'illégitimisation de ce qui est caché. Ce vide-là est rendu insupportable. Donc, tu fais le choix de cheminer vers l'amour inconditionnel de toi. Comment s'est passé les premiers pas? Parce que veut pas, il se vit des sauts, il se vit des surprises. Quelles ont été tes premières surprises dans ce processus-là? Une surprise que j'ai vécue quand même intensément, là, ça a été vraiment de dire, puis de réaliser, si c'est pas mon entreprise qui me définit, si c'est pas elle qui me compte, qui me nourrit, si c'est pas ce que j'accomplis qui me nourrit puis que je mets de l'avant, si j'ai pas ça, comment je me sens? Qui je suis? Et je peux te dire que je me suis sentie complètement mise à nu de si j'ai pas le travail, la job, ce que j'accomplis, un succès, une image de réussite, puis de moi je fais ça, je suis ça dans la vie. Comment? Sur quoi j'appuie mon identité relationnelle? C'est ça. Et de découvrir le vide qu'il y avait derrière ça, ça a été... c'était comme si je déboulais les marches, là. Là, je déboulais les marches pour revenir vers moi, parce que c'était ça que je m'étais construite là-dessus. Puis d'enlever ça, puis là, je l'enlevais consciemment. Il reste quoi? Il reste quoi? Ouf, que je me sens petite, puis je me sens dépossédée, tout nu. Aïe, aïe, je fais quoi, là? C'est ça. Donc, à partir de... qu'est-ce que je suis si je ne suis pas ce que je fais? Exactement. Il reste, qu'est-ce que je peux être? Et tu as dû choisir, définir ou découvrir? Découvrir, choisir, permettre l'accueil de ce que je savais pas, de ce que je connaissais pas de moi. Parce que par le biais du soloprenariat, comme je vous expliquais tantôt, lorsqu'on choisit de se découvrir, nos clients viennent nous livrer ce qu'on a à découvrir. Parce qu'il y a une espèce de magie qui se produit lorsqu'on parle à nos clients. Tu sais, on reçoit comme des espèces de claques à la gueule ou qui se placent pendant qu'on parle. Et ça peut se faire par le biais du réseautage. Moi, quand j'ai besoin de me parler, c'est sûr que je me paye une traite de réseautage. Je vais me parler. Pendant mes consultations, je me parle et je suis capable de voir qu'est-ce que je leur dis puis qu'est-ce que je me dis. Donc, c'est là où est-ce que, veux pas, si tu n'as pas l'audace d'aller te découvrir avec ton kit de couilles, puis dire, OK, je suis prête à me découvrir, assumer ce que je suis, puis m'entraîner à aimer ce que je vais découvrir, ce processus-là peut s'avérer extrêmement ardu, parce que
Veux pas, c'est confrontant. Si tu n'as pas déjà fait le choix de t'aimer avant d'aller vers tes clients ou vers ton réseautage ou tes relations sociales, ben à toutes les fois, tu as l'impression de recevoir des claques à la gueule. Parce que tu ne seras pas dans l'accueil de ce que tu as à recevoir. Donc, c'est pour ça que c'est important que ta posture de « je choisis d'aimer ceux qui vont me permettre de me connaître » va faire qu'au lieu de recevoir des claques à la gueule, tu vas faire comme « oh wow, merci ». Et ça va être beaucoup plus facile et dans tes relations personnelles, professionnelles, sociales et dans ton entrepreneuriat. Donc, c'est là que Caroline nous témoigne que elle avait fait le choix, mais c'était pas nécessairement plus confortable. Mais sa posture faisait que ça passait mieux. Est-ce que je me trompe? Oui, c'était encore là un apprentissage de tous les jours, parce que l'inconfort dans ma vie avant l'entrepreneuriat, c'était de cacher et surtout de me cacher tous les inconforts que je pouvais traverser. Là, c'était d'avancer avec le confort, d'accueillir que c'était inconfortable, puis que j'étais dans un chemin, que j'avais fait le choix conscient d'être dans ce chemin-là d'apprentissage. Et il a fallu, je vais le dire comme ça, il a fallu que je cesse de mettre un point final à ça. Parce que moi, j'étais dans le « ah ben je vais apprendre ça, puis là, quand je vais avoir fait ça, ben je vais être correct. Ça va être fini. » Et non, c'est jamais fini. Parce que de plus en plus, tu chemines vers le quantique. Ouais. De plus en plus, tu chemines vers l'autre ne peut être que ce que je lui permets d'être. Wow! Qu'est-ce qu'elle dit là, la Beaumont, encore à Sénat? Je pense que tu as touché à ça récemment, de par des témoignages que tu m'as parlé. Tu te rends compte de plus en plus que par ton besoin d'être ce que tu étais, tu as été un pilier dans ta vie personnelle, sociale, professionnelle, familiale, avec tes sœurs, tes frères et sœurs. Tu avais une posture de pilier dans la majorité de tes relations. Et veut pas, quand on est un pilier, on veut supporter. Donc, qu'est-ce que ça fait? On s'entoure de molle, tu sais, je sais pas trop comment le dire, mais l'opposé d'un pilier, c'est mou. Donc, je sais pas de quelle façon le définir, mais des gens qui ont besoin d'être soutenus. Donc, et là, tu as décidé, bon ben moi, maintenant que je me vois en tant que pilier, je choisis d'être autre chose parce que je trouve que ça commence à être pesant à soutenir. Donc, tu as choisi de cheminer et de devenir autre chose dans ta vie. Et comment ça s'est placé? Comment les gens autour de toi se sont transformés par ton choix d'être autre chose dans ta vie? As-tu un exemple concret pour que les gens comprennent cette magie-là? Ben, le premier qui me vient, c'est avec mes enfants. La relation se transforme en ce moment tellement d'une belle façon. Parce que d'abord, je me permets de prendre une posture différente et je leur permets de prendre leur place. Puis l'exemple que je viens qui est magnifique, c'est ma fille qui est devenue maman. Où je la laisse être, je la laisse faire son chemin, je la laisse se découvrir aussi en tant que maman. Je la laisse prendre sa place auprès de sa fille. Et ça me touche de te le dire. Oui, parce que par le pilier que tu aurais pu choisir d'être, tu aurais pu priver ta fille que tu aimes tellement, de peut-être découvrir qu'elle a des forces d'appui, qu'elle peut être un appui, elle aussi. Tu aurais pu la priver de la confiance d'une mère qui lui donne le droit d'être une mère en apprentissage. Tu aurais pu la priver de tellement de choses avec le même amour qu'elle dit, garde,
apprends à être une maman. J'ai appris à être une maman. J'ai fait mes réussites, mes échecs, mes doutes, mes peurs. Et au lieu de t'imposer la peur de faire des échecs, au lieu de t'imposer mes capacités puis mes connaissances, ben, je vais te permettre de les découvrir. Et je pense que il y a beaucoup de gens qui ne comprendront pas ça, qui vont prendre ça comme de l'abandon, qui vont prendre ça comme ça n'a pas de bon sens de laisser quelqu'un se tromper. Ça n'a pas de bon sens de laisser quelqu'un vivre des choses qu'on sait, mon Dieu Seigneur, parce que Caroline a choisi de reconnaître que dans son parcours, il y avait des choses qu'elle savait pas, puis elle est tombée en amour avec ce qu'elle sait aujourd'hui. Et elle ne sait pas ce que sa fille elle a à apprendre, mais elle lui permet d'aller l'apprendre. Et ça, je pense que c'est un extraordinaire témoignage d'amour, où est-ce que tu es capable de reconnaître où est-ce que tu es une maman, donc tu peux rester un soutien sans faire à sa place. Oui, tout à fait. Puis tout cet aspect de pilier, je prenais en charge. J'étais en surresponsabilité tout autant que ça m'amenait dans le jugement de moi parce que je m'exigeais de réussir, de faire à la place, non pas, moi je me voyais dans le support, mais c'était pas le support bienveillant, supportant, où je laisse l'autre aussi être en pouvoir dans son chemin de découverte. Et ça faisait que, oui, ça m'écrasait, c'était difficile, mais en même temps, je ne pouvais plus rester dans cette posture-là, qui n'était pas une posture où je m'aimais moi, puis en même temps, ça me permettait pas, ça m'amenait pas dans le lien, dans la relation que je voulais vivre avec l'autre. Et l'aspect de ça, pour moi, c'était le fondement. Fait que ça me permettait d'accueillir cette nouvelle conscience de moi avec plus de compassion dans ce qui m'avait amené à prendre ce chemin-là. Et aujourd'hui, ce que je pouvais choisir de mettre en place dans mes relations, parce que celle que je vis avec ma fille, c'est un exemple, mais autour de moi, bien, ça me permet de donner la permission à l'autre, tout autant que je me la donne, de se découvrir. De ne pas savoir, De ne pas pas être savoir. capable. Donc, lorsque tu côtoies maintenant les gens qui ont des apprentissages à faire, au lieu de dire laisse faire, je vais m'en occuper, et de nourrir ce qui a besoin de manifester, qui sait, qui est capable, qui est fort, qui est du leadership, tu permets à l'autre d'acquérir son leadership par ton humilité à ben, je vais m'aimer même si je ne suis pas capable, je vais m'aimer même si je ne sais pas. Peut-être que toi, tu as besoin de t'aimer parce que tu penses que c'est important. Je pense que cette posture-là, où est-ce que on entend souvent parler des égos qui rentrent en conflit et tout ça, et cette posture-là, où est-ce que on se reconnaît, nous, à notre juste valeur, nous, on sait ce qu'on veut, nous, on choisit d'aimer, je suis capable ou je suis pas capable, et de se donner le droit de ne pas être obligé de faire la preuve qu'on est capable, parce que c'est ça qui est essoufflant. C'est là où est-ce qu'il y a une paix qui s'installe, où est-ce que on n'a plus besoin de l'approbation de wow, oui, c'est correct que tu sois là puis tu n'es pas là pour rien. Je pense que c'est comme ça que ça se vit beaucoup pour des gens. Parce qu'on a été amené à avoir besoin de mériter, gagner, légitimiser notre place. Et on a tellement eu d'occasions de toucher à, c'est pas le cas, parce qu'on était souvent convaincus avant même d'y aller qu'on n'avait pas notre place, qu'on était trop, qu'on n'était pas assez, qu'on a baigné dans cette mare-là, un peu inconfortable, jusqu'à ce que ça devienne nauséabonde. Et aujourd'hui, Caroline est dans une posture où est-ce que elle n'est plus esclave. J'appelle vraiment ça de l'esclavagisme parce que pour moi aussi, j'ai été esclave. Donc, cette posture-là, elle n'est plus esclave de ce qu'elle croit être.
et c'est qu'elle croit devoir être, comme on en a parlé tantôt, elle n'en est plus esclave. C'est ça le détachement identitaire, parce que l'ego, c'est ce que tu crois être. Je pense que je l'ai dit dans toutes ces entrevues-là. Et ce que tu crois être te rend esclave de ce que tu crois devoir être pour en faire la preuve. Et dans une posture où est-ce que tu choisis de t'aimer, même si tu n'es pas ça, tu récupères ton pouvoir, tu récupères le choix de pouvoir l'être ou pas. Et c'est ça la liberté. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Puis j'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport au leadership, parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est véhiculé, qui est mis de l'avant, puis je pense que ça amène aussi nos croyances personnelles basées sur notre expérience passée et de ce qu'on croit devoir être comme leader. Et très souvent, tant que cet aspect-là de leadership n'est pas revu, bien, très souvent, en tout cas, puis pour moi, ça a été ça, ça a été un leadership blessé. Ça a été un leadership en réaction, essoufflant, de prise en charge, de où ma responsabilité, puis de vivre autant aussi l'autre extrême qui est l'impuissance, puis je me sens démunie, puis je ne sais pas quoi faire avec ça. Mais j'y vais pareil, puis le leadership de go, 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 on fonce, on prouve, on met de l'avant. Finalement, bien plus des réactions qui viennent de blessures qu'une posture qui est un vrai leadership. Responsable d'abord pour soi, envers soi, pour ensuite permettre aux autres d'exprimer leur propre leadership. Puis le lien de cœur, j'ai envie de dire, avec soi, c'est la base, c'est la relation avec soi. Puis malheureusement, le leadership go, 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 il met ça de l'avant en dernier. En effet, parce qu'on n'a plus rien à prouver. C'est un espèce de conflit existentiel où est-ce que on veut exister. Pas pour rien que je suis en train d'écrire mon livre Exister. On veut absolument exister. Et dans le monde où est-ce qu'on vit, l'existence, malheureusement, exige une nomenclature, des titres. On cherche à exister absolument et ça va être par le faire, par l'action, par les paroles, par ce que les autres en disent. Donc, veut pas, si on veut exister et qu'on croit être quelque chose ou qu'on croit devoir être quelque chose, ben on va être toujours dans une espèce de quête, de témoin de ce que l'on veut faire pour exister, veut être pour exister. Donc, cette quête-là, où est-ce qu'on va parfois même se prostituer à vouloir juste être vu, être nommé dans une foule, nous essouffle à un niveau épouvantable parce qu'on veut juste exister. On veut juste avoir notre droit de manifester l'amour à notre façon. On veut juste avoir le droit de légitimiser un espace où l'amour est permis et où l'amour a le droit d'être maladroit. Quand j'accompagne les gens, je parle plus d'amour. Quand je parle de l'amour universel, je parle d'un croire en c'est uni. Et lorsqu'on croit en c'est uni, donc on devient un agent liant. Et on n'a plus besoin d'être aimé ou ne pas aimé. On a à reconnaître qu'on est uni, qu'on est lié aux gens, qu'on a un impact sur les gens. De choisir d'être son propre témoin de sa propre œuvre. De croire qu'on fait une différence et de choisir de l'observer parce que les autres ne savent pas ce qu'on génère comme mouvement. Ils ne savent pas quelles graines qu'on sème. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'on leur permet d'être ou pas. Mais le jour où on se reconnaît comme créateur, le jour où on choisit de s'aimer comme agent liant, aussi maladroit que possible, on peut être témoin de notre œuvre.
autant par la maladresse qu'une adresse prodigieuse d'amour. Et c'est à toi, aujourd'hui, de faire le choix de reconnaître que tu es un agent liant, que tu es capable et que tu as un impact sur les autres à tous les jours, à chaque instant. Que tu en sois témoin ou non, que tu le veuilles ou non, tu as un impact parce que tu es un élément d'un tout. Et de reconnaître ton œuvre, qu'elle soit positive ou négative pour l'instant, parce qu'elle est probablement inconsciente pour l'instant. Si elle est consciente, tape-toi pas sa tête. Reconnais ton œuvre. Reconnais le créateur, la créatrice que tu es. Reconnais ton œuvre parce que tu as besoin de reconnaître ton œuvre pour découvrir ce que tu es. Donc, permets-toi d'être comme un enfant de 5 ans qui fait son premier dessin puis qui dit « Check, c'est super hot! » Alors qu'il y en a qui peuvent le voir comme une grosse bêtise ou comme un gros gâchis. Mais sois fier de tes œuvres parce que tu ne savais pas que tu créais jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, tu sais que tu crées. Assume tes œuvres, reconnais tes œuvres et aime-toi en tant que créateur, créatrice et refonds ta réalité aujourd'hui par le biais du soloprenariat qui va te livrer tous les clients qui vont te permettre de te découvrir, de reconnaître ton œuvre. Donc, on a dépassé un petit peu, mais Caroline, avant de terminer, j'aimerais que tu me dises 2 choses pour les gens qui nous écoutent. Si quelqu'un hésite encore à devenir solopreneur, quel petit coup de pouce ou coup de pied aux fesses tu lui donnes? Et si la personne pense à tout laisser tomber, un petit coup de pouce pour lui accorder le courage, la persévérance de continuer de cheminer vers elle. La première chose, c'est le plus beau chemin de découverte que tu peux pas faire de toi. Le reste, c'est secondaire. ça vient avec la première découverte, c'est toi. C'est ce que tu vas apprendre de toi. Et de te donner le droit de ne pas savoir, c'est jouissif. De le découvrir, d'apprendre, puis de vraiment savourer ça. Cet aspect d'apprentissage-là est primordial et ce choix-là conscient est possible et accessible et va te faciliter, va t'aider à fluidifier ton parcours. Et apprends à savourer tes victoires, à goûter, à vraiment prendre le temps de goûter ces découvertes-là, la foi qui est là en dedans de toi, ce que tu cherches profondément à vivre, tu y as accès par moment. Et cet aspect-là a besoin d'être vu, d'être reconnu par toi et de t'en réjouir, de t'en régaler. Pour reprendre un mot de Chantal. Oui, puis cet aspect-là, ça a été même un cheminement pour moi, puisque en tant que pilier, ancien pilier, ben, je me permettais même pas ça de savourer. C'était OK, what's next? La prochaine marche, c'est quoi? Puis de juste go. Et cet aspect de se nourrir de ce que tu croyais avoir besoin d'être. Fait que tu faisais que rajouter une autre épreuve de réussite qui rajoutait de la solidité à ton pilier. Aujourd'hui, tu dis, je suis capable d'être un pilier si j'en ai besoin, mais j'ai le choix de l'être ou pas. Exactement, puis de savourer ce qui vient de toi, pas ce qui est de l'extérieur de toi. Ça, c'est un aspect qui va nourrir ta foi. Un pas aussi, de célébrer ces pas-là, plutôt que de juste voir, parce que c'est facile quand tu t'es nourri de l'extérieur, de tout voir ce que tu n'as pas accompli, que tu n'es pas rendu à telle place. La comparaison. Tout ça, c'est que des perceptions qui sont pas à ton service. Alors, utilise qu'est-ce qui est à ton service pour nourrir ta foi puis ton cœur dans ce chemin-là.
comparaison de toi à toi seulement. Chaque pas est aimable, extraordinaire, parce que tu as choisi de le faire, puis c'est là que ta richesse réside. Donc, je te remercie beaucoup, 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 Caroline, d'avoir accepté de faire cette entrevue-là. Je pense qu'on a donné des clés extraordinaires aux gens aujourd'hui par ton cheminement, qui est davantage un cheminement de retour vers toi que d'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, t'es rendu à récolter ton choix de t'aimer parce que tu livres maintenant de l'accompagnement. Tu fais de l'accompagnement individuel pour justement les gens dans la quarantaine ou au-dessus, qui ont choisi de revenir vers eux, qui sont égarés, qui sont pas nécessairement confortables. Donc, de les accompagner dans ce processus-là qu'elle sait difficile, mais qu'elle a choisi d'aimer et d'accompagner avec amour. Donc, pour continuer sa découverte d'elle-même, qui ne se terminera jamais, mais qu'enfin, on l'assume. Donc, merci beaucoup. J'espère que ça t'a donné de bonnes clés. Donc, Caroline Paquette, les liens sont disponibles sous la vidéo. Et moi, ben, c'est Chantal Beaumont, spécialiste en ingénierie existentielle. Si tu as besoin d'aide pour faire le saut, ben, je suis là. Si tu as besoin d'aide pour cheminer vers ton amour inconditionnel, ben, pour toi la face, deviens solopreneur. On va te féliciter, t'admirer et contribuer avec toi à cette humanité-là. Merci. Bonne journée.